bon. Hop. En tout cas, merci de vous joindre à nous et d'avoir accepté cette invitation pour le petit-déj. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je pense à Didier, Franck et Delphine qui découvrent aussi. L'idée d'aujourd'hui, enfin, l'idée de ces petits-déj en tout cas, c'est d'échanger sur un sujet d'apprentissage intimement lié à Drillster. Aujourd'hui, on a voulu prendre un sujet qui est un peu plus large que quelque chose de vraiment spécifique, même si c'est nos 10 principes, mais ça touche tant des personnes qui utilisent Drillster au quotidien que des personnes qui découvrent. Et donc l'idée, c'est de vous montrer un peu notre approche et ce que ça peut apporter en termes de création de contenu, comment créer des contenus efficaces. Donc pour ma part, même si normalement vous me connaissez tous, je suis Dominique Sarmi, responsable du développement de Drillster en France et sur les parties francophones. Et je serai aujourd'hui accompagné d'Elsa, qui est notre ingénieure pédagogique et qui présentera justement les 10 principes de création de contenu. Elsa, je te laisse te présenter rapidement. Tu es en mute. Toujours en mute. Elsa, tu es en mute. Pardon, j'avais éteint pour laisser Dominique tranquille avec les bruits parasites. Oui, je voulais dire que Dominique a bien résumé la situation. Je suis un ingénieur pédagogique et j'accompagne en fait les clients Drillster dans la conception et la prise en main, dans la conception des drills et la prise en main de l'outil. Super, merci Elsa. Je vous propose de passer à la présentation. Alors, normalement, vous êtes tous assez à l'aise sur ce qu'est Drillster, comment ça fonctionne. Pour ceux qui ont peut-être un peu, avec qui on a discuté il y a peut-être un peu plus de temps, je vais faire un bref rappel de ce qu'on propose avant de laisser la main à Elsa pour présenter les 10 principes de conception efficace. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Très bien. Super. Donc, je l'ai expliqué en début de session, le but aujourd'hui, c'est de parler de nos 10 principes de conception de drill. Les drills donc, sont nos objets d'apprentissage adaptatifs dans lesquels on répond à des questions pour apprendre et pour maintenir les connaissances, pour les ancrer. Et on a défini, sur base de nos principes initiaux, 10 règles à suivre. Alors, c'est des règles, c'est toujours flexible, vous êtes libre de les interpréter, mais en tout cas, c'est des choses basées sur notre expérience qu'on a remarqué que ça fonctionnait pas mal. Donc, c'est des choses qu'on vous invite aussi à suivre pour s'assurer que vos contenus vont être efficaces, vont être engageants et vont pouvoir respecter justement nos principes de base. Donc, je vous enverrai les slides, même si, encore une fois, normalement, vous connaissez tous le fonctionnement de Drillster. En tout cas, je voulais juste revenir sur nos principes, sur le côté pédagogique de nos principes de conception. Donc, la première, c'est le micro-learning. L'idée, c'est vraiment de découper nos objets d'apprentissage, donc les drills dans lesquels on répond à des questions, de les découper en petites parties de manière à ce qu'on les limite à certaines connaissances essentielles et qu'on présente ces informations en petites parties, ce qui va permettre au cerveau de beaucoup plus les assimiler facilement, de manière à vraiment éviter d'encombrer le cerveau avec des choses inutiles et de permettre justement cette absorption simple plutôt que de lire un manuel pendant 2 heures ou de regarder une vidéo assez longue. Le micro-learning permet vraiment d'engranger des connaissances assez facilement. Et ça a un avantage aussi, c'est que c'est assez engageant de se dire qu'on va pouvoir faire une session de 5 à 10 minutes plutôt que quelque chose d'assez long, de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. L'autre point, c'est qu'on base notre apprentissage sur des réponses à des questions, donc sur un apprentissage actif. L'idée, c'est vraiment de rendre l'utilisateur, l'apprenant actif, acteur de son apprentissage, et donc il va répondre à des questions de manière à vraiment faire un effort pour aller chercher l'information dans son cerveau, réfléchir à comment on va répondre à la question, quelle est la bonne réponse, et c'est vraiment ça, cet effort qui rend l'apprentissage plus fort et plus durable. Du coup, on va retrouver différents types de questions comme des QCM, des QCU, et Elsa reviendra sur ce point plus tard. Justement, ça fait partie des choses qu'on propose. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de donner quelque chose d'actif, de faire un effort, et plus on va faire un effort, plus on va aller rechercher l'information pour ancrer les connaissances.
Ensuite, on a un feedback immédiat qui vient s'inscrire après chaque question, chaque réponse en tout cas. L'idée, c'est qu'au moment où on répond à une question, le cerveau se met un peu en mode survie et s'ouvre pour recevoir plus d'informations. Et alors, soit on s'est trompé et du coup, le cerveau veut corriger cette information et veut absolument aller chercher l'information correcte. Et donc, à ce moment-là, on peut donner un feedback correctif basé sur la bonne réponse. Ou alors, on a trouvé la bonne réponse et on peut s'imaginer que potentiellement, on a trouvé la réponse par chance ou on peut donner des informations complémentaires. Donc ça, je sais que Elsa reviendra également là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre en tout cas de corriger, de donner les bonnes informations pour renforcer l'effet d'apprentissage après avoir répondu à une question. Ensuite, on a la répétition intelligente. L'idée, c'est de répéter plusieurs fois les questions pour s'assurer qu'on maîtrise réellement un sujet. Et donc, on a un algorithme qui va adapter l'ordre et la fréquence pour chaque utilisateur et choisir le bon moment pour répéter une question. Si je vous pose une question maintenant et que je vous la repose immédiatement après, il n'y a aucun effort qui est fait. L'idée, c'est de calculer le moment pour que la courbe d'oubli ait fait un peu son travail et donc on refasse un effort pour aller chercher la bonne réponse. Et du coup, cet effort va, encore une fois, renforcer l'effet d'apprentissage. Et au-delà de ça, notre algorithme, lui, va vraiment se centrer sur les éléments les moins maîtrisés par les apprenants. Ensuite, c'est le dernier point, c'est l'ancrage et la rétention. Donc, on va calculer le niveau de connaissance, mais en tout cas, pour éviter de tomber dans le trop commercial, ce qu'on veut apporter avec ça, c'est vraiment de s'assurer qu'on va pouvoir définir des moments d'apprentissage tout au long de l'année, basés sur le niveau de connaissance ou de compétence de chaque collaborateur, et donc envoyer des rappels et s'assurer que plutôt que d'avoir une grosse formation en début d'année, on va avoir plein de petites sessions tout au long de l'année, et finalement, ça permet d'amener cette courbe. Donc on voit en gris, c'est le traditionnel pic de connaissances. Donc on va suivre une formation, passer un examen et oublier énormément de choses après. Avec Drillster, le fait d'avoir toutes ces sessions au fur et à mesure, ça permet déjà de maintenir le niveau de connaissance, le niveau de maîtrise à un niveau élevé toute l'année, et surtout d'ancrer ces informations correctement, de diminuer le temps de formation, parce qu'on arrive à vraiment ancrer ces informations dans la mémoire long terme. Alors, on a deux objets principaux deux objets d'apprentissage principaux. Les premiers sont les stories. Donc là, l'idée de la story, c'est vraiment une page dans laquelle on va pouvoir introduire du texte, des vidéos, des sons ou des PDF. Et l'autre, c'est les drills, c'est là où on répond à des questions, différents types de questions, jusqu'à ce qu'on atteigne la maîtrise désirée. Et on peut combiner des stories et des drills dans des cours. L'idée, c'est d'avoir un chemin logique avec, par exemple, une story d'introduction et puis un drill sur un sujet théorique. Ensuite, une deuxième story qui va faire le pont entre la théorie et la pratique, et un deuxième drill sur la pratique, et puis une story de conclusion. Pardon. Alors, Elsa, je te passe la main. C'est à ton tour. Je te laisse parler. Je ne sais pas si tu veux prendre la main sur le partage d'écran, ou si tu veux que je passe les slides pour toi. Bah écoute, non, tu peux continuer si tu veux à passer les slides, ce sera plus simple. Ok, super. Donc là, on va revenir sur les 10 principes de conception de drill qui renforcent en fait l'impact pédagogique des drills. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit en général en atelier. Hein, on les a vus, Franck, Marie-Christine, Delphine. Ce sont des principes sur lesquels on est revenu ensemble. L'idée, c'est vraiment d'optimiser l'impact de Drillster dans la conception même des drills. Donc on va commencer avec le premier drill, le premier item, pardon. Donc le principe, hein, c'est que vous avez un sujet, une thématique par drill, et que du coup vous allez découper votre contenu en drill avec l'idée qu'un drill égale une thématique. Essayez le plus possible d'avoir au sein du drill des questions du même niveau de difficulté, sinon vous allez perdre en fluidité et en cohérence, et l'apprenant risque de bloquer sur certaines questions qui sont plus complexes, et l'idée c'est d'avoir
des drills qui soient en termes de niveau de difficulté assez cohérents, quitte à faire sur une même thématique un drill sur un niveau simple, par exemple, un niveau de difficulté simple et un niveau de difficulté un peu plus élaboré. Le principe aussi, c'est qu'il faut quand même un nombre de questions minimales, c'est-à-dire en deçà de 5 à 7 questions, votre drill va mouliner et va revenir toujours sur les mêmes questions. Donc, c'est déconseillé d'aller en deçà de cette question. Et à l'inverse, éviter d'aller au-delà de 30 questions parce que là, pour le coup, le temps que toutes les questions soient présentées, y compris que les questions auxquelles l'apprenant a mal répondu soient représentées, vous avez la sensation d'avoir quelque chose de très très long. Et là, c'est aussi un petit peu contre-productif en termes d'apprentissage. Et enfin, il y a aussi l'idée, comme le niveau de difficulté, d'avoir un drill par public cible, parce que sur une thématique donnée, en fonction d'un public, vous n'aurez pas forcément les mêmes points d'apprentissage sur lesquels il faudra axer le drill. Donc, en fonction du public destinataire de votre drill, il peut être important et nécessaire de dissocier les drills plutôt que de faire un même drill. Alors ça, c'est aussi un point important, hein, c'est l'idée de se concentrer sur les infos essentielles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surcharger l'apprenant d'une quantité d'informations qui ne seraient pas forcément utiles. Un exemple qu'on peut donner, par exemple, si vous êtes dans le secteur bancaire, ça n'a pas d'intérêt pédagogique et en termes d'apprentissage, par exemple, de demander à l'apprenant quel est le taux d'intérêt du jour, parce que le taux d'intérêt évolue en permanence. En revanche, ce sur quoi il va être important de faire un focus, c'est l'impact du taux d'intérêt sur les produits financiers. Donc, faites attention et demandez-vous quand vous avez des contenus des fois qui peuvent être conséquents, votre matière première en fait, demandez-vous qu'est-ce qu'il est important de connaître et qu'est-ce qui est secondaire, parce qu'il est important de se concentrer sur ce qu'on appelle en anglais les need to know, c'est-à-dire que les infos essentielles. Parce que ça nuit à l'apprentissage que de surcharger la quantité d'informations. Après, vous avez ici l'objet d'apprentissage qui est la story, donc, dont Dominique vous a parlé précédemment. C'est un élément constitutif des drills qui peut être important parce que, comme Dominique l'a dit, il peut être utilisé à différents moments, c'est-à-dire la story peut être utilisée en introduction de votre drill. Et c'est déterminant parce que ça peut donner des éléments de contexte, ça peut donner des éléments d'engagement dans le drill, ça peut justifier de la pertinence du drill. Et vous pouvez donner des exemples du type, par exemple, si on est sur des compagnies aériennes et qu'il y a eu récemment un accident sur un avion, ça peut être une accroche qui permet de légitimité le pourquoi de ce drill. De cette story, pardon. Non, la story va justifier le pourquoi de ce drill. Donc, la story peut venir rythmer les drills à plusieurs moments, c'est-à-dire que c'est un temps d'introduction. Pourquoi ce drill? Ça peut être aussi un moment où on va faire un pont et une transition entre deux drills. Et ça peut être un temps de conclusion où on va synthétiser et donner les éléments de synthèse des drills vus précédemment. Alors là aussi, c'est important. On a un exemple qui vous est donné, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la droite. Donc, il faut, lorsque vous rédigez vos drills, il faut éviter les questions combinées. C'est-à-dire qu'il faut éviter de poser une question sur deux éléments d'apprentissage. Exemple, ici, vous avez le nombre de compression thoracique et le nombre d'insufflations au bouche à bouche. C'est-à-dire que vous avez ici
deux éléments d'apprentissage, le nombre de compressions thoraciques et le nombre d'insufflations au bouche à bouche recommandées. Donc, du coup, vous allez avoir aussi, comme vous avez deux éléments dans la question, vous allez avoir deux éléments de réponse. Et du coup, pour l'algorithme, ça va être très compliqué parce que si vous répondez, par exemple, la question, la réponse 1, l'algorithme ne peut pas savoir, en fait, si vous avez répondu bon pour 20 compressions thoraciques ou si vous avez répondu sur 5 insufflations de manière répétée. Donc, ça va, troubler en quelque sorte l'algorithme qui ne peut pas savoir quel élément de la réponse est bon. Et si vous maîtrisez un élément de réponse, lequel des deux ou les deux. De même, si vous avez un élément de une question comme ça où il y a des éléments d'apprentissage, dans le feedback, c'est compliqué parce qu'au lieu d'avoir un feedback simple et clair sur un élément d'apprentissage, vous allez avoir un feedback sur deux éléments d'apprentissage, ce qui rend l'impact du feedback aussi moins efficace. Et donc, du coup, ce qu'on conseille ici, dans l'exemple qui suit, c'est de dissocier, c'est d'avoir une réponse uniquement, du coup, sur la compression thoracique et d'avoir un élément de réponse. Et dans ces cas-là, l'algorithme Drister, si vous avez répondu faux, sait que vous ne maîtrisez pas bien cet élément de réponse et il va pouvoir vous représenter cette question-là par la suite. Pareil, là vous avez aussi un élément important de la méthodologie de conception de Drister. Il est important que dans la réponse figure ce qui doit être mémorisé et ce qui doit être appris. Exemple, souvent quand vous posez une question et que vous répondez par vrai, faux, oui, non, correct ou incorrect, il n'y a pas de démarche d'apprentissage. Je vais vous donner un exemple. Si vous posez la question Kiev est la capitale de l'Ukraine, vrai, faux. Dans ces cas-là, dans les éléments de réponse, il n'y a pas d'éléments d'apprentissage. Une fois que vous avez répondu vrai, faux, vous n'avez pas réellement mémorisé quelque chose. En revanche, si vous posez la question complètement différemment, c'est-à-dire que si vous posez la question quelle est la capitale de l'Ukraine? Et là, vous proposez un certain nombre de capitales, Kiev, Madrid, Paris. Là, vous avez une démarche d'apprentissage parce que dans la réponse, vous allez avoir l'élément à retenir. De même, c'est important de ne pas poser des questions négatives. Par exemple, si vous posez une question du type dans cette situation, quel est le comportement à ne pas adopter? Et vous avez un certain nombre de réponses. Là, c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire dans Drister, c'est-à-dire que vous allez avoir, en fait, dans les éléments de réponse, vous allez mémoriser ce qu'il ne faut pas adopter comme comportement. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas dans Drister. On veut mémoriser ce qui est à la bonne réponse et non pas la mauvaise réponse. Dans le feedback, là aussi c'était vu un petit peu par Dominique, l'important dans le feedback, c'est aussi de mémoriser, c'est aussi un temps d'apprentissage et un temps de mémorisation. Ce qui fait qu'en fait, on ne va pas s'apesantir dans le feedback sur pourquoi la mauvaise réponse que vous avez donnée est mauvaise, mais on va s'apesantir sur ce qu'il faut retenir. Et dans les deux cas, que le feedback soit pour une réponse négative ou pour une réponse positive, on va redonner dans le feedback ce qu'il faut retenir et non pas le pourquoi de ce qu'il ne fallait pas retenir.
là aussi, on a beaucoup travaillé quand on a travaillé dans les ateliers, les différents ateliers qu'on a pu animer. C'est extrêmement important d'axer vos drills sur la multimodalité. C'est-à-dire que vous avez une typologie de quiz dans Drillster qui vous permet d'alterner une réponse, une question avec un choix unique, une question avec un choix multiple, un ordonnancement, ça peut être un processus à mettre dans l'ordre ou des étapes à mettre dans l'ordre. Vous avez des images réactives qui vous permettent d'identifier des zones sur une image. Vous avez des textes ou des phrases à trous qui vous permettent de retrouver des termes. Et vous avez aussi des réponses libres où là, l'apprenant peut donner une réponse et saisir par lui-même une réponse. Donc, c'est important, si vous avez un drill dans lequel il n'y a par exemple que des questions à choix multiples, c'est extrêmement répétitif et redondant et du coup, ça peut être un peu ennuyeux et lassant pour l'apprenant. De même, par exemple, avec les PEC, on avait beaucoup travaillé sur les médias. N'hésitez pas à varier les médias. Par exemple, vous pouvez poser une question sous format avec du son. Vous pouvez même avoir une petite vidéo dans la question. Vous pouvez aussi avoir des images dans les réponses. Donc l'idée, c'est de mouliner tout ça et de mélanger toutes ces options possibles pour ne pas avoir la sensation de répétition un peu lassante que peut avoir l'apprenant assez rapidement. La notion d'équivalent, elle est aussi importante. On avait beaucoup travaillé avec Air France sur la notion d'équivalent. En fait, la notion d'équivalent, je ne sais pas si elle est présente à l'esprit de certains d'entre vous. L'idée, c'est qu'en fait, on va avoir une question qui va être reformulée sur le même sujet, sur le même thème, le même objet d'apprentissage, mais qui va être reformulé différemment. Et là, l'idée, c'est d'ancrer, et par exemple, ici, vous avez deux questions équivalentes. Admettons que vous répondiez faux à cette première question. Au lieu qu'on vous représente, au lieu que l'algorithme vous représente la même question, il va pouvoir vous présenter la question équivalente pour pouvoir vous interroger sur le même objet d'apprentissage, mais avec une question différente. Donc, les équivalents sont à travailler aussi de manière assez... c'est très intéressant de travailler les équivalents parce que c'est vraiment un ancrage des connaissances sur un même objet d'apprentissage. Après, il vous est conseillé aussi d'avoir des petites vidéos, des petits teasers, entre guillemets, pour engager et challenger un peu les apprenants. Et ça, d'autant plus que vous avez des thématiques qui peuvent être pas très sexy, comme de la conformité, du réglementaire ou des choses qui peuvent être un petit peu arides. Donc là, n'hésitez pas à trouver des idées pour essayer d'engager et de motiver vos apprenants et de capter l'attention pour leur donner envie de rentrer dans les drills que vous aurez conçus. Voilà, et là, on a notre amie Delphine en pleine action, qui, donc, du coup, je crois, mais c'est elle qui va nous l'expliquer de manière plus détaillée, a trouvé une solution pour communiquer avec les apprenants et pour aussi donner envie aux apprenants et expliquer en quoi Drillster pouvait être un élément d'apprentissage, un outil d'apprentissage intéressant pour les apprenants. Ouais. Delphine, si tu veux nous expliquer rapidement ce que tu as fait en termes de communication avec tes étudiants. D'accord.
Mais en fait, dans le cadre, donc je suis professeure dans une école supérieure et j'étais en charge de la remédiation pour 850 étudiants en néerlandais, donc des étudiants qui n'avaient pas les prérequis pour ce cours-là. Du coup, on a décidé de travailler main dans la main avec Drillster parce que l'outil nous semblait vraiment adéquat par rapport au profil de notre étudiant. Mais alors là où c'était difficile, c'est que c'était des apprenants que je ne verrais jamais en live. Donc tout devait passer par de la communication un peu sexy, on va dire, ou qui plaisait à ce type d'apprenant qui est plutôt un type d'apprenant très fragilisé chez nous. Souvent des étudiants qui perdent pied dès la première année. Et donc là, en fait, la communication, je l'ai vraiment axée un peu sur le gaming et sur le storytelling. Donc en gros, chaque cours Drillster était en fait une conquête spatiale à la conquête d'une planète. Donc voilà un peu le contexte spatial. Et donc à chaque fois que je communiquais avec eux, je communiquais en tant qu'astronaute en chef. Et alors la communication que j'ai mis autour, donc à chaque fois qu'il y avait un cours ou la première story de chaque cours, recontextualiser un peu la matière à maîtriser et était chaque fois cadré dans ce type de conquête de l'espace. Et alors, à des moments clés du dispositif pédagogique, dans le reporting, je filtrais un peu mes étudiants. Je voyais qui avait déjà bien avancé, qui était à la traîne ou qui était tout à fait à jour par rapport aux objectifs d'apprentissage. Et par rapport à ça, j'envoyais une communication personnalisée, bienveillante et nominative sous forme de capsules vidéo. Donc un peu comme celle que vous pouvez voir là, en fait, que j'habillais aussi dans un Genially pour justement permettre aux étudiants d'avoir facilement accès aux informations utiles si c'était nécessaire. Donc ceux qui étaient vraiment à jour, je les félicitais de là où ils en étaient, je les encourageais à continuer sur cette voie et je leur donnais quelques informations supplémentaires si c'était nécessaire. Ceux qui étaient en retard, je les félicitais quand même déjà pour ce qu'ils avaient été accomplis et je les encourageais à continuer. Et pour ceux pour qui ce n'était pas le cas, qui n'avaient pas encore commencé ou qui étaient vraiment trop à la traîne, j'essayais de les secouer, mais un peu gentiment, pour leur dire « Allez les gars, rien n'est perdu, il est temps de s'y mettre ». Enfin voilà, donc j'ai fait autour de Drillster, j'ai mis en place une communication différenciée pour chaque profil d'étudiant dans un contexte un peu gaming, storytelling. Donc le but étant que chaque étudiant conquérisse chaque planète du néerlandais, entre guillemets. Donc voilà en quelques mots ce qui a été mis en place. J'espère que c'était clair. C'était très clair et je trouve que ça reprend vraiment les éléments qu'on cherche à avoir. Donc il y a de la communication, de l'engagement, au-delà de la créativité des vidéos qui est déjà top. Et puis le fait d'avoir des messages personnalisés en fonction du niveau et de l'atteinte ou non des objectifs, ça permet vraiment à chaque étudiant, et tu me l'as montré via des mails qui t'ont envoyé, d'avoir l'impression qu'on s'adressait vraiment à eux de manière complètement personnalisée, un à un. Plutôt que d'avoir quelque chose de standard. Donc, ça renforce vraiment l'engagement des étudiants. Très bien fait, très bien fait. Alors, je tiens à m'excuser aussi pour les captures d'écran, parce que c'est pas toujours sexy le moment où tu arrêtes la vidéo pour prendre les photos. Mais en tout cas, les vidéos sont super bien réalisées. Et s'il y a des personnes intéressées, on pourra éventuellement, si Delphine est OK, évidemment, les partager. Et du coup, Delphine, moi, ma question, c'était qu'est-ce que tu as constaté en termes d'engagement? Est-ce que ça a vraiment fait changer, évoluer les choses? Est-ce qu'il y a eu un impact déterminant? Oui, alors d'un point de vue, on peut voir les taux de participation très facilement dans le reporting Drillster, comme vous le savez. Et donc, il y avait deux moments pics où la fréquentation augmentait. C'était lorsqu'il y avait des notifications des nouveaux objectifs de cours et lorsqu'il y avait des communications différenciées, personnalisées. Donc là, c'était vraiment les pics de fréquentation. Donc les jours, les moments où ils recevaient ça, je trouve ça, donc, ils participaient relativement bien, je trouve, parce qu'on avait un public quand même fort fragilisé. Donc par rapport au public qu'on a, nous, il y a 50% qui ne passent pas le cap de la première année. Et donc dans ceux que moi j'avais, ces 50%-là. Et il y a quand même plus de la moitié qui a participé, qui a fait toutes les épreuves, qui est arrivé là où il devait arriver, plus de la moitié vraiment. Donc ça, c'est par rapport à l'autre équipe qui a fait la même chose pour anglais, c'est vraiment au-delà. Donc je pense que et l'outil et dans le type de communication, il y a certainement aussi quelque chose à continuer à creuser parce que ça a vraiment porté ses fruits de ce côté-là. Bravo. Bravo, oui. Ouais, super. Alors, je pense qu'on a terminé les 10 commandements
de la création de drill. Je ne sais pas si par rapport à ce qu'on a présenté, si tout était clair. En tout cas, c'était très bien présenté par Elsa. Mais si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça, des choses que vous voulez peut-être ajouter par rapport à ce que vous avez pu créer chez vous ou autre. Tout commentaire est évidemment le bienvenu. Pas de commentaires, pas de remarques, de compliments pour la présentation d'Elsa. Très bien. Et de Dominique. Très bien et très clair. Super. Ça marche. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, en tout cas, je me permets de préciser qu'on organise chaque année ce qu'on appelle Certified by Driss. L'idée, c'est de vraiment certifier vos créateurs de contenu et de partager avec d'autres clients des bonnes pratiques, des expériences en fonction de ce qu'on a pu créer en termes de contenu, justement, de manière à vraiment garder vos ingénieurs pédagogiques compétents tout au long de l'année. Dans la conception de drill, on offre même un badge, un certificat qu'on peut ajouter sur LinkedIn. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le signaler. On sera ravis de vous en dire plus. Et ça vous permet aussi, donc au-delà de l'échange avec les clients, ça permet de remonter des besoins par rapport au développement des fonctionnalités dans la plateforme. S'il y a quelque chose dont vous voulez absolument avoir et vous pouvez échanger avec nous, c'est le bon moment pour remonter ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si ça vous intéresse. Merci. En tout cas, sachez que on a donc bien évidemment pour les utilisateurs, on a toujours le support qui est disponible et on a aussi notre Zendesk qui vous permet de remonter les tickets par rapport à vos éventuels besoins. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'on a aussi assez régulièrement des contacts tous ensemble, donc n'hésitez pas à me remonter les informations. Et on reste évidemment à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner dans la création de contenu, tout comme dans les intégrations techniques. On arrive au bout de la présentation. Vas-y, Elsa. Non, c'était Delphine, je crois. Ah, c'était Delphine, excuse-moi. C'est peut-être pas le moment d'intervenir, je peux peut-être encore attendre. Non, vas-y, tu peux y aller. Parce que tu disais, si vous aviez des idées, peut-être une petite idée, parce que parfois j'ai le sentiment, surtout au début, maintenant ça va, je commence à me faire un peu la main, mais j'avais un peu l'impression que vous me donniez une information, puis j'oubliais, puis j'étais gênée de redemander. Alors parfois sur le support, s'il y avait des petites vidéos de quelques manips de base qu'on doit refaire régulièrement, ça pourrait être un plus. Parce que parfois j'ai l'impression que des queues de cerises que j'avais déjà demandé 3 fois, mais je ne sais pas pourquoi je le faisais, et quand je le faisais, ça ne marchait pas. Pourtant, j'avais bien noté la démarche. Et comme ça, peut-être qu'on vous dérangerait un peu moins. Et parfois, quand on le voit encore une fois fait, ça peut simplifier, ça peut nous simplifier la vie et nous permettre de moins vous embêter. C'est une bonne remarque. Alors, je sais qu'on a je laisserai Marco compléter, mais on a le FAQ, donc qui permet d'expliquer différents points de notre approche et de la création de contenu, de l'intégration, vraiment tous ces aspects-là. Il me semble qu'on n'a pas intégré de vidéo pour chaque élément, mais en tout cas, ça donne pas mal d'explications. Je pourrais t'envoyer le lien par rapport à ça, qui te permettront vraiment de retrouver. Tu as vraiment toute une rubrique. Alors malheureusement, elle est pour le moment juste enfin, remarque, pour toi, ça ne posera pas de problème, elle est juste en néerlandais, en anglais, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, ça permet vraiment d'accéder à tout un tas d'informations aux questions auxquelles nos clients, les questions que nos clients nous posent le plus régulièrement. Mais en tout cas, l'idée est bonne à prendre. Oui, sur les pages FAQ, il y a effectivement donc certaines vidéos pour certaines manipulations, mais ce qu'on a aussi fait, c'est très prochainement, on va vous inviter pour essayer notre nouvel éditeur, parce que ce qu'on a fait, on a dit, par exemple, ces 10 principes, c'est bien si notre éditeur aussi pourrait lire si les ingénieurs pédagogiques ont respecté ces 10 principes, et s'il y a par exemple dans un drill qui est nouvellement créé, des améliorations à faire. Donc, dans le nouvel éditeur, par exemple, s'il n'y a pas d'équivalents qui sont utilisés, si certains paramètres ne sont pas bien mis, et donc il y a un problème potentiellement avec la présentation de certaines questions, l'éditeur va vous donner des conseils ou va vous montrer où potentiellement il faut revoir si la question est d'une bonne qualité. Donc, je pense que c'est ça un peu le devoir de Drister, de s'assurer que
l'outil vous aide en fait lors de la création des contenus avec des petits conseils, des inspirations. Et oui, vidéo, on est aussi convaincu que peut-être pas pour la manipulation parce que ça doit être intuitif, mais aussi la création des contenus Drillster, c'est aussi l'inspiration. Donc voir qui est disponible, peut-être voir dans quelques contenus exemplaires. Et ça, donc, c'est un travail qu'on est en train de faire à part de ce nouvel éditeur qui va vous accompagner mieux que l'éditeur actuel. Donc, c'est à venir. Donc, elle est presque prête et il est presque prêt. Donc, le nouvel éditeur est dans quelques semaines. On va vous inviter vous pouvez tester. Donc, vous pouvez utiliser l'ancien, enfin, l'éditeur actuel, plus le nouvel éditeur. Parfait, super. Sachant qu'on a, par rapport, pour compléter ce que Marco disait, donc on a aussi le nouveau player qui va arriver. Donc on a vraiment une refonte de toute l'interface qui va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif et beaucoup plus, comment dire, user-friendly, pour reprendre un anglicisme. Et avec la combinaison avec l'éditeur, on va vraiment avoir une nouvelle interface qui va vous simplifier la création de contenu, rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus claires, comme Marco le disait. Donc pour identifier les différents points dans la création de contenu, ce sera beaucoup plus clair de souligner ce qui ne va pas et ce qu'il faut changer pour justement arriver à une bonne création de contenu. Et le player qui vous permettra justement en tant qu'utilisateur d'avoir une meilleure expérience sur le téléphone, sur le navigateur, d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable aussi. On arrive à la fin de cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions. En tout cas, sachez que ces sessions, on va les organiser de plus en plus régulièrement. C'est un peu le but, c'est de partager avec vous ces éléments. On en a déjà réalisé 2 avant et on en fera encore d'autres. Si vous avez jamais des idées de sujets qu'on peut aborder, que vous voudriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les remonter. Comme ça, nous, on pourra voir un peu s'il y a des sujets qui remontent assez régulièrement de la part de nos clients. Ça sera avec plaisir qu'on les adressera. Et pour le reste, je reste évidemment à votre disposition pour toute question, besoin, remarque, café, ça peut se faire aussi. Si vous n'avez pas de remarques, je vous laisse retourner à votre journée normale, traditionnelle, et je vous dis à très bientôt. Un grand merci. À bientôt et merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Et bravo Delphine. Hein. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt Elsa. Oui, merci. Au revoir.